Horizon d'Afrique, en direct du studio Thomas Sankara, où les questions africaines sont abordées sans langue de bois. Mesdames et messieurs, bonsoir, chers téléspectateurs. Une fois de plus, bienvenue à notre programme Horizon d'Afrique. Je suis Frank Tucker Eban, une émission de Kwazampia African TV, dans votre télévision préférée ici, à Omaha, Nebraska, aux États-Unis. Nous sommes en direct du studio Thomas Sankara. Alors donc, nous retrouvons nos invités ce soir. Alors, nous avons Gabriel Marina, vous êtes économiste au Nebraska. Et Gabriel, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien, Gabriel? Bien. Toujours un plaisir de vous avoir. Merci de vous aussi. Alors, donc, à votre côté, nous avons également un invité de marque ce soir. Donc, vous êtes Pierre Sajutek, vous êtes administrateur et vous êtes également directeur du programme Learning for All ici au Nebraska. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais très bien. D'accord. Chers téléspectateurs, nous avions déjà auparavant discuté d'un sujet assez important. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la question 30 ans de démocratie. Quel bilan pour l'Afrique? Alors, Gabriel, vous étiez déjà avec nous auparavant sur ce sujet et nous avions abordé la question de démocratie, indépendance et je pense qu'on parlait exactement. Quel rapport faites-vous entre aujourd'hui le développement ou le déficit de développement économique de l'Afrique et la démocratie proprement dite? Bon, en réalité, comme je vous l'ai dit dans ma première intervention, même avant donc, de répondre franchement à votre question, laissez-moi vous remercier de m'avoir associé donc, à ce débat. Mais bien sûr. Et je dois également remercier les techniciens qui veillent à la qualité effectivement de cette émission. Bien sûr. Merci. Donc, ceci dit, comme je vous l'avais dit dans ma première sortie, je disais qu'il n'y a pas de relation entre le déficit démocratique et puis la pauvreté en Afrique, ou l'absence de développement, si vous préférez, en Afrique. Mais tout simplement parce que la principale cause, effectivement, de la pauvreté en Afrique, c'est effectivement le néo-libéral, le système économique néolibéral qui nous a été imposé. Et ce système se traduit souvent par des politiques d'ajustement structurel, dictées par donc, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, qui représentent effectivement les intérêts néocoloniaux, néo-libéral. Donc, c'est un peu cela qu'il faut regarder. D'accord. Alors, Pierre, 30 ans de démocratie, l'Afrique, pour vous, quel bilan? Merci pour la question, Franck. C'est une question qui interpelle tout Africain, spécialement tout Africain de pays d'Afrique, dite d'Afrique francophone. Donc, je pense que c'est dans les années 90, si je me rappelle très bien, que ce concept nous a été, et je suivais votre show la semaine passée, je pense que M. Gabriel ici a utilisé un terme que je vais répéter. Donc c'est dans les années 90 que ce terme nous a été vendu. Okay? Alors, bon, c'est simple. Oui. La réponse à cette question est très simple, Franck. Tout Africain doit regarder et faire un bilan des indépendances jusqu'aux années 90 et des années 90 jusqu'à maintenant. Quel est le progrès ou quel est le bilan sur lequel on peut s'accorder? Oui. Moi, je dis que le bilan interpelle d'elle-même. D'abord, moi, je ne pense pas qu'il y ait eu faillite des indépendances, parce que la génération qui a lutté pour les indépendances a réussi. Bon, maintenant, après les indépendances, nous avons été pris en otage. Donc il y a une autre lutte qui doit être faite. L'Afrique a été prise en otage. L'Afrique a été prise en otage. D'accord. Maintenant, je vais utiliser un concept très simple. Lorsque vous regardez les films d'horreur, souvent le thème est toujours le même. Vous voyez des gens qui sont en danger, et qui sont poursuivis par exemple, un tueur, et qui font l'erreur d'aller se mettre dans les mains de ceux qui cherchent à les tuer. Des notre bourreau. Des bourreaux. Et c'est ce qui se passe, ou c'est ce qui s'est passé et continue de se passer en Afrique. D'accord. L'Afrique, lorsque vous voyez notre histoire, lorsque vous voyez l'évolution,
il est clair que l'Afrique avait un bon départ après les indépendances. Après cette prise d'otage, même avec cette prise d'otage, lorsque nous étions avec les partis uniques, et certains de vos téléspectateurs peut-être ne seront pas d'accord avec mon analyse, mais je le dis, ce que nous avons maintenant est pire que ce que nous avions sous les partis uniques. D'accord. Alors, Pierre, merci pour cette intervention. Justement, Gabriel, je voulais revenir sur cette question. Je voudrais encore vous. bondir. Je Oui. voudrais bondir sur ce qu'il vient de dire. Bien sûr. À propos des indépendances, je ne partage pas la même opinion que lui sur cette question. Je dois dire que les indépendances, certainement que des mouvements ont lutté donc, pour libérer l'Afrique. Mais cette lutte n'est pas allée jusqu'au bout. Parce que ce qui était visé, c'était l'indépendance, la souveraineté. Et d'ailleurs, Sékou Touré a annoncé les couleurs. D'accord. Donc c'est de ça qu'il était question. Et puis ensuite, Lumumba a également annoncé les couleurs. C'est de ça qu'il était question en réalité. Donc, mais on ne sait pas du tout. On n'a pas été toujours indépendant. On n'a pas été indépendant. Tout simplement parce que le cadre institutionnel, juridique et politique, mais qui gouverne les affaires du pays, oui, c'est un héritage colonial. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous sommes indépendants. D'accord. Nous continuons d'être aliénés. Et le système éducatif, nous restons dans leur système. Et de cette façon-là, nous ne pouvons pas dire que nous sommes vraiment indépendants. Alors, la question me revient toujours. Que s'est-il réellement passé avec ces indépendances? La réponse est très simple. Vous voyez, les indépendances ont été délivrées. Quand je prends par exemple le cas du Togo, les indépendances ont été délivrées. Maintenant, après les indépendances, quelque chose s'est passé. Donc le colon ou ceux qui étaient censés nous donner notre indépendance sont retournés pour reprendre de l'autre main, de la main droite ce qu'ils nous ont donné de la main gauche ou de la main gauche ce qu'ils nous ont donné de la main droite. Donc, il y a eu ces accords sur le domaine éducatif, économique et militaire. Que vous connaissez ces fameux coopérants militaires, coopérants économiques. Tous ces gens, en fait, travaillaient contre l'Afrique, travaillaient pour saboter ce que nous avons eu comme indépendance. D'accord. Je prends l'exemple, par exemple, d'autres pays qui ont été colonisés. Lorsque vous prenez d'autres pays comme le Vietnam ou le Laos, ou, je ne sais pas, ces gens ont été, d'un moment de leur parcours, ont été colonisés par la France ou par d'autres pays. Est-ce que vous voyez? Oui. Mais aujourd'hui, lorsque vous comparez les pays asiatiques et les pays africains, il y a une différence. Nous sommes toujours contrôlés. Nous n'avons pas nous n'avons pas le contrôle de notre culture, de notre économie, de notre fabrique sociale ou de notre système éducatif ou politique. Lorsque nous ramenons encore une fois le débat sur le plan de la démocratie, d'accord, je prends l'exemple de la Chine. Dans les années 90, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le même temps où on nous vendait cette histoire de démocratie, il y a eu la place Tiananmen, où on a essayé d'introduire la même chose avec les Chinois. Et les Chinois ont fait tout pour rejeter et écraser ce mouvement parce qu'ils ne croyaient pas à cette universalité de la démocratie. Ça n'existe pas. D'accord. Les peuples sont différents, les réalités sont différentes, les positions géographiques sont différentes, les histoires sont différentes. Pourquoi est-ce qu'on doit suivre le système d'un autre? Alors Pierre, à cette question, j'ai une intervention. On va dire que
Le contre-argument qui suit souvent cette logique est celui qui dit que c'est vrai que le colon a toujours été là, que le joug colonial pèse toujours sur beaucoup de pays africains, mais aujourd'hui, il existe ces pays africains assez, on va dire, assez autonomes. Mais malheureusement, il y a toujours comme un déficit du point de vue de leadership de ces pays africains. Est-ce que vous pensez que réellement le problème africain, le problème en rapport avec le développement de ces pays africains aujourd'hui, nécessairement que ce serait forcément une raison due au joug colonial aujourd'hui, en 2020? Écoutez, M. Gabriel, ça c'est une très bonne question. Vous savez, nous sous-estimons l'emprise du colon sur la vie des États africains. Nous sous-estimons ça. Sans blague. Moi, je vous dis, actuellement, lorsque vous prenez nos pays africains de la zone francophone, nous n'avons même pas le droit ou l'opportunité d'étudier ou d'avoir un système éducatif qui répond aux besoins de développement de nos États. Nous sommes programmés, j'utilise le terme programmés, pour étudier plus la métropole que nos pays. Comment est-ce que vous voulez qu'un Togolais puisse ou qu'un Ivoirien puisse développer son pays lorsqu'il ne sait même pas les paramètres, il n'est pas éduqué dans les paramètres de son pays et il sait plus la géographie et l'histoire de la France que l'histoire de son propre pays. D'accord. Et ceci est clairement marqué par ces soi-disant accords de coopération dans le domaine de l'éducation qui fait qu'on nous impose ce qu'on doit apprendre à nos enfants. C'est une aberration. D'accord. Alors, Gabriel, rapidement, oui. Gabriel, pour sortir justement de ce joug colonial qui pèse sur l'Afrique aujourd'hui, ça ressemble à quoi pour vous une éducation à l'africaine? Ça ressemble à quoi? Mais il faut, je crois que l'Africain, le jeune Africain ignore son histoire. C'est par là où il faut commencer. Il faut qu'on étudie notre histoire. Il faut que l'histoire soit réécrite pour l'Afrique. Donc nous devons absolument réformer le système éducatif qui tiendra compte effectivement d'abord d'une certaine vision de nos États. C'est à partir de là maintenant qu'il faut réformer tout ça. Et comme la Chine l'a fait d'ailleurs, il faut une révolution culturelle. Nous n'allons pas continuer à utiliser des concepts, à consommer des concepts qui nous viennent de l'Occident pour dire que nous allons nous développer. Il y a l'aide au développement, il y a l'émergence, il y a la bonne gouvernance. Ça, ce sont des concepts complètement étrangers. Maintenant, qu'est-ce que nous entendons par là? Prenons l'exemple de l'aide, en réalité. Quand un Africain dit qu'il aide quelqu'un, il n'atteint rien de lui. Il l'aide vraiment. Est-ce que vous comprenez? C'est notre compréhension de ce que c'est que l'aide. Mais quand un Européen, quand un Occidental dit qu'il aide, non, c'est-à-dire qu'il te permet d'avoir quelque chose, d'avoir même le crédit que tu dois rembourser avec des intérêts. D'accord. C'était cet exemple pour vous dire qu'il y a des concepts que nous devons nous approprier. On doit les comprendre de la façon dont nous comprenons la vie, selon la conception de notre vie. Il disait quelque chose tout à l'heure. Bon, je crois que, comme nous l'avons dit, en fait, les accords, il parle des accords, il y a effectivement des accords sur l'exploitation des ressources. D'accord. Et si nous n'avons pas, c'est des accords secrets. Bon, et même, je suis convaincu que même... Comment ça ils sont secrets, ces accords? Oui, je suis convaincu même que les assemblées nationales ou les parlements de ces États africains dits démocratiques ou je ne sais quoi, ne connaissent même pas ces accords-là. Il y a des accords secrets. D'accord. Où c'est libellé clairement, si celui qui gouverne, celui qui est le chef de l'État, s'il vient à manquer à ça, bon, on peut le liquider. Comme ça. Sa vie est morte. Non, non, il est menacé de vie. Il est menacé de mort, en réalité. C'est écrit. Donc, il y a des choses auxquelles il faut toucher. Même certaines matières premières considérées comme matières premières stratégiques. Vous ne pouvez pas permettre à une autre puissance étrangère ou à un autre État étranger à exploiter ces ressources sans avoir l'aval de la France. D'accord. Après là, vous devez consulter la France d'abord avant
pour que la France vous donne l'autorisation de le faire. D'accord. Donc vous croyez que nous sommes indépendants? Non. Ces accords nous lient. Comme il y a les relations économiques, les relations politiques, les relations, bon, tout ce qui est culturel. Et effectivement, les idéologies sur lesquelles nous nous fondons maintenant pour faire quoi que ce soit, c'est les idéologies occidentales. D'accord. Quels sont les vecteurs de l'idéologie? C'est les arts, c'est la littérature, c'est les médias. Et puis que sais-je encore? D'accord. D'accord. C'est le système éducatif lui-même, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Donc, si nous continuons dedans, je ne pense pas qu'on ira loin. Quoi qu'on dise, on n'ira pas loin. Donc, écoutez-moi, les Occidentaux cherchent à vous montrer que non, vous n'êtes pas démocrate. C'est pourquoi vous ne vous développez pas. Il n'y a aucun lien dans cette histoire-là. S'il y avait un lien entre la démocratie et le développement, la Chine ne serait pas aujourd'hui la première puissance du monde. Merci. Merci. Est-ce que vous comprenez? Donc au moins là, nous avons un exemple clair, précis, très précis, que nous devons regarder. Ce n'est pas des équilibrations, c'est des faits. La Chine est où maintenant? Non, disons. Monsieur Gabriel, vous touchez un très bon point, c'est ce que je venais de dire. Vous voyez, lorsque la Chine a bien fait de rejeter cette démocratie qu'on essayait de la donner. Aujourd'hui, regardez où elle est. Vous savez, la question de savoir si l'Afrique a réussi en démocratie ou pas, ce n'est pas la bonne question. La question de savoir, est-ce que l'Afrique a besoin de cette soi-disant démocratie? Moi, je dis non. Nous n'avons pas besoin de leur démocratie. Et je m'en vais plus loin. Vous savez, il faut voir l'Afrique sur cette loupe-là. Nous avons la plupart des ressources de ce monde. Nous les tenons dans nos mains. Imaginez, vous voyez la Chine actuellement. La Chine est développée. Vous voyez? Puissance économique. Elle n'a pas de ressources. OK? Elle vient en Afrique encore pour acheter des ressources minières. Maintenant, si l'Afrique a ces ressources-là, et si l'Afrique contrôle son destin, ça voudrait dire que l'Afrique peut dire, moi je ne te vends pas l'uranium aujourd'hui, je ne te vends pas le colbate, je ne te vends pas ceci, je ne te vends pas cela. Ou je te fixe les prix que je veux. Donc, il faut que nous comprenions que l'Occident n'a aucun intérêt que l'Afrique soit développée. Oui, et puis en plus, la France est un cancer, comme l'avait dit la fois passée François. C'est un cancer. C'est un cancer, ça c'est une métastase là. Et c'est un problème sérieux pour l'Afrique en réalité. La France est très méchante. Très méchante. D'accord. Pourquoi? Parce que ces ressources-là, elle veut tout prendre. Et nous rien. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Bon, alors, regardez un peu le problème de la monnaie. Le problème de la monnaie franc CFA. Bon, les gens admettent qu'il y a certains pays africains qui sont stables et machin et tout ça. Mais si vous regardez, aucun pays francophone ne peut se prévaloir d'être stable sur le plan politique, même économique. Mais tout simplement parce que la souveraineté monétaire, il ne l'a pas. D'accord. La politique monétaire est une chose très importante, est un élément très important dans la vie d'un pays. D'accord. Si vous décidez de faire, c'est vous qui faites votre politique monétaire, mais il est évident que vous allez bien regarder pour savoir effectivement quels sont les secteurs où vous devez investir beaucoup plus, où le crédit doit être accordé. D'accord. Est-ce que vous voyez? D'accord. Alors rapidement, Pierre, je ne vais pas manquer de poser cette question. Aujourd'hui, à vous écouter, on fait là une peinture d'un tableau assez sombre de l'Afrique 30 ans plus tard, en termes d'indépendance. Alors, exactement, quelle issue? Est-ce que c'est we are doomed, comme on le dit en anglais? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il n'y a pas d'issue? Qu'est-ce qu'il faut exactement pour sortir de l'Afrique de ce tableau sombre? Je vais vous dire ceci. Le tableau n'est pas doom. Si le tableau était doom, était sans avenir, l'Occident aurait perdu intérêt sur nous. Ils sont encore derrière nous. Ils veulent toujours nous mettre à terre parce qu'il est très difficile de terrasser l'Africain et de le garder en bas. Nous l'avons vu à travers l'esclavage. Nous l'avons vu à travers... On ne peut pas
nous terrasser et nous garder à terre chaque fois. Vous voyez, le système socio-politique en Afrique était basé sur deux principes. Il y avait la communication et il y avait le respect de la hiérarchie. D'accord. Donc, nos grands-parents s'asseyaient sous le baobab lorsqu'il y a un problème et ils communiquaient, ils discutaient de leurs problèmes. Et il y avait le respect de la hiérarchie qui amenait l'ordre et faisait en sorte que les choses pouvaient évoluer, on pouvait se développer. Et c'est ce que le colon ou l'Occident a compris. Si on nous gardait, on nous laissait avoir ce système de parti unique, comme les Chinois l'ont, ça allait nous amener à nous développer. Parce que aujourd'hui, lorsque vous sillonnez toute l'Asie, vous allez dans les pays comme le Singapour, le Vietnam, le Laos. Est-ce que vous voyez, tous ces pays-là ont leur destin en main. Ces pays-là, vous n'allez pas les voir aller se manifester à l'ambassade de France ou à l'ambassade des États-Unis pour que quelqu'un vienne faire quoi que ce soit pour eux. Ces pays ont compris que tout le monde ne peut pas être président. D'accord. Et que la structure socio-économique du pays, le bien-être de la population, c'est tout ce que le gouvernement devait être le focus du gouvernement. Maintenant, en Afrique, lorsque vous voyez aujourd'hui, nous allons, par exemple, dans un pays comme le Togo, que je connais bien, nous chamaillons. Est-ce que vous voyez? Mais nos présidents, dans toute l'Afrique francophone, ce n'est pas de mauvais gars. Ils sont aussi victimes que nous. Nous devons en fait, et c'est ce que je préconise, nous devons comprendre le jeu de l'Occident et nous retourner, au lieu de critiquer et de nous opposer à nos gouvernements, nous devons en fait les soutenir. Vous voyez les Chinois, nous devons les soutenir, comme on l'avait fait lors du parti unique, et nous allons nous en sortir. Pierre, vous ne pensez pas que l'Afrique a un problème de leadership avec cette non, aujourd'hui? l'Afrique n'a pas un problème de leadership. Lorsque nous parlons d'un problème de leadership, ça veut dire nous ramenons le débat au fait que peut-être les Africains ne peuvent jamais être honnêtes ou les Africains ne peuvent jamais amener le développement. C'est un faux problème. Le problème, c'est que l'Occident fait tout pour miner ce que nous avons. Aujourd'hui, nous prenons une révolution des mentalités. L'Afrique a besoin d'une révolution des mentalités. Pas une révolution violente, pas une révolution dans les rues, faire des marches. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin d'une révolution culturelle, comme M. Baïna l'a dit. Nous avons besoin d'une révolution économique, sociale, et nous avons besoin de révolutionner nos systèmes éducatifs. Et enfin, nous avons besoin d'une révolution politique. Nous n'avons pas besoin de renverser nos dirigeants pour installer une démocratie qui n'existe pas. C'est un faux concept. D'accord. Alors Pierre, rapidement, on va donner l'occasion à M. Baïna. Donc Gabriel, rapidement. D'accord. Mais le leadership, on ne veut pas dire que l'Afrique manque de leadership. Mais c'est aussi la qualité du leadership en question que nous mettons en question en réalité. Donc je ne pense pas qu'on doit soutenir les valets de l'Occident dans leur perdition et dans la perdition des peuples africains. On ne doit pas les soutenir, on doit dénoncer. Mais le problème que j'ai effectivement avec les Africains, c'est qu'ils concentrent, ils ont une vision locale du combat. Une vision géopolitique du combat, ils l'ont complètement perdue. C'est-à-dire qu'ils se focalisent effectivement sur le valet. Mais le maître, il ne touche pas. Il ne touche pas. Et justement, c'est là où le bas blesse. Quand nous faisons ça comme ça, on ne peut pas réussir. Bien entendu. Regardez ce qui s'est passé au Burkina. On a renvoyé Blaise Compaoré. Oui. Blaise Compaoré, est-ce qu'il est mort? Il est protégé. Et on a remplacé par un autre Blaise Compaoré. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, qu'est-ce que je veux dire, Blaise Compaoré? Ce n'est pas les mêmes, mais de toute façon, rien n'avance. Et tout simplement. Et rien n'a été remis en cause là-bas. Donc, ce qui veut dire que c'est le vrai problème. Donc, il faut taper sur les deux en même temps. Mais je n'ai pas fini. Attention. Bon. Je voudrais quand même, parce que vous parlez du bilan. Vous avez parlé du bilan. Il faut que nous puissions en parler sérieusement.
Depuis 30 ans, quel bilan? Et si nous voyons que le bilan est complètement mitigé, mais comment s'en sortir? Exact. Je crois que c'est la question que tu as posée. Justement. Mais j'aimerais y répondre, si vous le permettez. S'il vous plaît. Bien. Donc, moi, lorsqu'on parle de bilan, effectivement, de bilan de 30 années, et cela revient à dire qu'il faut en faire une évaluation. Et l'évaluation suppose deux choses. Fixer les critères, D'accord. mais qui peuvent être, puisqu'il s'agit de la démocratie, qui peuvent être des produits politiques ou l'efficacité économique du régime. Et comme je vous avais dit la dernière fois, la démocratie est un régime politique. Donc, apprécier l'efficacité économique de ce régime. D'accord. Et puis la deuxième chose, nous devons absolument définir notre acception de la démocratie. Il y en a deux. Il y a l'acception procédurale, Oui. c'est ce que les Africains, la plupart des Africains privilégient. Il y a donc l'acception substantielle. La démocratie procédurale consiste en des élections régulières. D'accord. Et prévues, bon, à intervalles réguliers, sans fraude. Et ça concerne aussi les libertés. La liberté d'expression, la liberté de presse et les droits de l'homme en général. Et c'est pourquoi souvent les gens parlent d'alternance tout le temps. Ils ne parlent pas d'alternative. Alternance, c'est-à-dire, écoutez, ce que nous voulons que ce monsieur, il y a 50 ans qu'il est là, il faut qu'il parte. Bon, il faut qu'il parte, il faut que quelqu'un d'autre vienne. Et comme ça, quand on va changer, l'Afrique va commencer par... Non, ça ne fonctionne pas de cette manière-là. D'accord. Ce qui fonctionne en réalité, c'est que vous venez pour l'alternative. Donc, vous devez absolument poser une rupture avec le système, le détruire. Parce qu'en restant dans le système, vous ne pouvez pas avancer. Je voudrais tout simplement, et j'ai toujours demandé aux gens, montrez-moi un seul pays où il y a alternance et tout marche. Je vais prendre le Bénin. Il n'y a rien qui marche. Bon, c'est une illusion de penser que ça marche. Maintenant, on a quand même fourni les données économiques. Les données économiques de ces États. Pour me dire de quoi il est question. Oui. Bon, donc, je disais qu'on s'appesantit beaucoup plus sur les produits politiques. D'accord. Les produits politiques, c'est le respect des procédures, c'est la liberté d'expression, c'est les droits et la liberté civile. Oui. C'est ça les produits politiques. Maintenant, les droits économiques et sociaux, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça la démocratie substantielle. D'accord. Mais si nous prenons les droits économiques et sociaux, c'est-à-dire droit, et avoir le droit d'accéder effectivement à la santé, à l'éducation, oui, et aussi des aides, réduction de la pauvreté. Mais nous sommes toujours dans la pauvreté. Alors, donc, bon, maintenant, si nous regardons ça, lorsque on me dit que certains pays sont plus démocratiques que les autres, je ne vois pas de différence. Ça, c'est un profondeur. Lorsque je regarde ça, je regarde le tableau, je dis non, je ne vois rien. Alors donc, l'alternance pour l'alternance, ce n'est pas de ça que le peuple africain a besoin. Justement. Il a besoin d'une alternative. Horizon d'Afrique, en direct du studio Thomas Sankara, où les questions africaines sont abordées sans langue de bois.